Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser forcément à de nouvelles news et aussi aux contradictions du docteur Kirkpatrick, le directeur de l'AARO, donc qui s'occupe bien sûr de l'organisme au sein du Pentagone chargé de l'étude et de la diffusion de rapports au public sur les phénomènes aériens non conventionnels. On va regarder plusieurs infos. Juste avant ça, nous sommes le 12 septembre et il se passe actuellement une chose importante au point de vue du Mexique. Donc on en parlera dans une prochaine UAP News qui sera vraiment un peu plus consacrée au Mexique et ce qui va se passer au Sénat, puisqu'il s'agit en fait d'une audition sénatoriale sur les UAP. Et il faut le savoir que par exemple des gens comme Ryan Graves, le pilote qui avait témoigné lors du congrès le 26 juillet 2023 à l'audition du congrès sous serment, et donc est présent. Et bien sûr, il y a David, le scientifique David Loeb. Il y a aussi, alors chose étonnante aussi, et ça j'avais pas vu sur la liste, il y a les Français. Effectivement, il y a Michel Vaillant qui est membre associé au GIPAN, au sein du Centre national d'études spatiales, donc qui sera aussi présent. Il y a aussi un homme politique, membre du Parlement japonais, qui est présent. Donc il y a quand même pas mal de personnalités du Brésil au Japon, passant par la France. C'est important ce qui se passe actuellement, au Mexique. Donc c'est quand même assez historique. Alors on va en reparler de cette audition, on va dire audition ou session sénatoriale, voilà, au Sénat mexicain. Voilà. On va passer tout de suite à cette news de Défense Group. Ça nous vient d'Anthony77, notre correspondant. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, il m'avait envoyé ça. Et c'est vrai que l'article a été tout à fait intéressant. Et vous allez voir, on va suivre un petit peu au fil des news le cheminement du docteur Kirkpatrick et de l'AARO. Vous allez voir, c'est un ensemble de choses qui vont être un peu liées un peu à l'AARO, mais vous allez voir, il y a différentes news. Donc le bureau du Pentagone développe de nouveaux capteurs pour mieux détecter les ovnis. Bon, c'est très bien ça. Le directeur donc de la Rouge, Sean Kirkpatrick, a fait le point sur le travail de chasse aux ovnis du Pentagone lors d'une réunion publique de la NASA mercredi. Le bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du Pentagone construit des capteurs spécialement conçus pour détecter et enquêter sur les phénomènes anormaux identifiés signalés par l'armée. Alors que sa charge de travail continue de croître, ça c'est vrai, surtout qu'il a la pression, puisqu'il a une supérieure, on l'avait vu, Aix. Et l'équipe devrait donc également accueillir un nouvel expert de la NASA pour éclairer ses analyses. Sean Patrick, le tout premier chef de l'AARO, a relevé ces mesures lors de la très attendue réunion inaugurale de l'équipe indépendante de la NASA. L'une des premières choses que nous faisons consiste à évaluer donc tous les capteurs. Alors, cet article est date du 31 mai, il faut le savoir, mais on revient dessus en fait, même si vous avez l'impression que cet article est un peu est passé. Et ben non, pas justement, parce que vous allez voir, il y a actuellement effectivement, on revient là-dessus parce que c'est vrai que c'était passé un petit peu au travers, qu'il y a véritablement un travail scientifique, un travail technologique pour essayer de capturer, si vous voulez, des images intéressantes des phénomènes aériens non conventionnels. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, il fallait revenir sur cet article parce que cet article va être un petit peu la base de ce qui va suivre ensuite. Donc, voilà. Donc en octobre 2022, la NASA a dévoilé une équipe de 16 experts extérieurs étudiant les observations d'événements dans le ciel qui ne peuvent être identifiés comme des avions ou comme des phénomènes naturels inconnus. Donc on attend toujours le rapport de la NASA. Alors c'est vrai, on attend toujours le rapport de la NASA. Il doit normalement sortir là, puisque c'était 9 mois je crois, à partir d'octobre 2022, et donc nous devrions avoir quand même maintenant depuis un petit moment le rapport, mais bon, pour l'instant on attend toujours. Donc de toute façon on fera une news sur ce rapport en particulier, savoir ce qu'il contient, la lecture, etc. Apparemment il serait rendu au public, enfin du moins il y a une version qui serait rendue au public, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, en fait, pour cette
cette news. Donc la Haro au sujet en avril dernier, donc c'était en avril, a témoigné devant le Congrès, c'est vrai. C'était en avril, on l'avait vu d'ailleurs sur des images vidéo. C'était la fameuse vidéo où on le voyait un petit peu gêné par rapport aux questions. Donc il a témoigné au sujet de la Haro, des progrès réalisés dans sa création jusqu'à ce moment-là, mercredi lors du briefing. Donc on a vu ce qui s'est passé après. Il y a eu le site, etc. Il y a eu pas mal de pression, il y a eu pas mal de polémiques comme quoi il faisait pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il faut garder quand même à l'idée cette news de Defense Scoop, puisque de toute façon il y a bien des travaux technologiques, techniques qui sont réalisés, pour capter en fait ces phénomènes aériens non conventionnels qui sont signalés bien sûr par les pilotes civils et militaires et autres témoins. Donc voilà, on va continuer en fait les news et vous allez voir, c'est toujours un rapport avec la Haro et Dr. Sean Kirkpatrick. Et là, c'est une news récente. Donc ça date du 8 septembre 2023. Donc le bureau des ONU du Pentagone envoie des messages énigmatiques sur les extraterrestres. Alors c'est vrai que ce titre peut faire sourire, hein, vous connaissez la position ici, ça peut faire sourire, mais effectivement c'est quand même intéressant, vous allez voir. La semaine dernière, le nouveau bureau du Pentagone sur les ovnis, le All Domain Anomaly Resolution Office, donc ARO, a dévoilé son site web, donc ça on l'a vu. Parmi les graphiques, la transcription et vidéo précédemment publiées se trouve un nouveau document important décrivant la mission et les objectifs du bureau. Quelques heures après le lancement du site, des détectives aux yeux d'aigle. Alors c'est vrai qu'il y a des gens sur Internet, c'est totalement incroyable. Sur Internet, c'est incroyable parce que vous avez des gens qui vont tout scruter, le moindre détail du document, à droite, à gauche, le moindre petit point, la petite virgule, la moindre image, le moindre logo. Mais vous avez des gens véritablement qui scrutent tout. Il n'y a rien qui passe, quoi. Ça passe au crible. C'est tout à fait incroyable, et d'ailleurs ça m'a fait sourire, cette information m'a fait sourire vis-à-vis en fait, si vous voulez, de ce genre de comportement. Mais en même temps, c'est important d'avoir ce genre de personnes qui justement scrutent tout en fait, hein. Voient des fois des choses plus clair que nous, quelque part. Donc, quelques heures après le lancement, aux yeux d'aigle, donc des gens aux yeux d'aigle divisés en quartiers, un objet sphérique divisé en quartiers apparaissait dans le coin du document, aperçu de la mission. Une analyse plus approfondie a déterminé qu'il s'agissait d'une photo d'archive intitulée Technologie extraterrestre d'une boule métallique. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, regardez, on voit tout de suite donc les coins. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait sourire parce que j'avais vu l'information sur Twitter. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire. Je fais ouais, bon, ok, d'accord. Il y a des trucs sphériques sur les bords, mais bon, ça a poussé un petit peu le bouchon un peu loin. Et en fait, quelque part, pas du tout. Et là, ça m'a étonné parce qu'on retrouve, là, ici, dans les stocks Adobe, on trouve cette boule, qui d'ailleurs fait partie du document, donc en 4 parties. Elle s'appelle Alien Technology in Metallic Ball. Alors, c'est vrai que c'est étonnant. Alors, on se dit, est-ce que c'est une farce de l'Haro ? À un moment, je me suis dit, c'est peut-être une farce de l'Haro, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai vu l'information sur cette sphère, je me suis dit, ouais, c'est une blague de l'Haro, ils vont aller, ils jouent au jeu du chat à la souris avec les gens, ils vont leur mettre ça, comme en plus, dans le logo de l'Haro, il y a une sphère, et oui, tout à fait, il y a une sphère dans le logo de l'Haro, c'est ça qui est étonnant. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ok. Ou alors, c'est un passionné, un étudiant passionné de phénomènes aériens non conventionnels qui a mis ça. Voilà, parce qu'on parle pas mal de sphères. Mais vous allez voir, en fin de compte, c'est pas si risible que ça. Alors, effectivement, lorsqu'on voit ça, c'est bien cette image-là qui a été utilisée donc pour le site de la Haro. D'ailleurs, c'est étonnant. Pourquoi ça ? Alors, on peut se poser la question, pourquoi utiliser ça ? Alors, soit effectivement, c'est un étudiant qui s'est amusé, soit qu'on lui a demandé, écoute, va nous chercher quelque chose d'un peu insolite, on va les faire tourner un petit peu en bourrique, etc. Ou soit, c'est véritablement, si vous voulez, volontaire. C'est-à-dire que c'est vraiment une volonté. Une volonté, mais une volonté sérieuse. Alors, on ne sait pas, mais on va revenir
bien sûr sur l'article. Donc voilà, alors c'est étonnant parce que vraiment ça m'a épaté hein, de voir ça. Donc on va revenir sur l'article. Donc, il s'agissait d'une photo d'archive intitulée Technologie extraterrestre. Donc, on en a parlé tout de suite, là, qui fait partie en fait du stock Adobe. Même si de telles références aux extraterrestres et aux boules métalliques pourraient autrement être attribuées à une farce grossière, c'est vrai, une analyse plus approfondie suggère qu'il y a plus de ce que l'on voit. Selon le directeur de la Haro, Sean Kirkpatrick, les observations les plus courantes revendiquées, et là c'est une vraie déclaration du docteur Kirkpatrick, hein, revendiqué dans les 800 rapports reçus par son bureau fin mai concernant des sphères de 3 à 13 pieds de diamètre et de couleur blanche, argentée ou translucide. 2 vidéos et 2 images d'objets correspondent à ces descriptions, c'est vrai, on les avait vues dans les vidéos d'ailleurs sur la Haro, tout enregistrées par des militaires américains, ont vu le jour ces dernières années. Dans une présentation en mai, Kirkpatrick a décrit ces objets déroutants plus en détail, tout en présentant des images d'un heure métallique enregistrées par un drone de surveillance au Moyen-Orient. On connaît tous ces vidéos, d'ailleurs vous pouvez aller sur le site de la Haro voir cette vidéo. Voilà, faisant référence à l'objet dans la vidéo, Kirkpatrick a déclaré « C'est un exemple typique de ce que nous voyons le plus. Nous les voyons partout dans le monde, d'accord, et nous les voyons faire des manœuvres apparentes très intéressantes. Curieusement, des capteurs ont apparemment observé de tels objets se déplaçant à des vitesses allant de l'arrêt à Mach 2. Alors, je répète ce que je vais vous dire, parce qu'après je vais vous donner une autre information, ça concerne les contradictions du docteur Kirkpatrick, parce que là je voulais quand même noter une contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ces déclarations. Ça a été noté d'ailleurs par Julie Dupont sur notre correspondante sur Discord en disant, elle a confirmé elle-même, oui effectivement c'est contradictoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas entre ces récentes déclarations avant la mise en ligne en fait du site et ce qu'il vient de dire là tout de suite. Donc, vous allez savoir pourquoi. Donc, se déplaçant à des vitesses allant de l'arrêt à Mach 2. Donc, arrêt à Mach 2, je vous rappelle que ça défie les lois de la physique. Hein. Un arrêt à Mach 2, ça défie les lois de la physique. Parce qu'il n'y a aucun objet volant actuellement là sur nos pistes d'aéroports militaires ou civils qui va de l'arrêt à Mach 2. D'accord ? Alors vous m'en amenez un, il n'y a pas de problème, mais ça n'existe pas. Donc, soit à 2 fois la vitesse du son, sans aucun échappement thermique détecté. Donc, je rappelle, c'est encore, ça dépasse les lois de la physique. Il n'y a pas d'échappement thermique détecté. On est d'accord ? Par rapport, bien sûr, à l'ensemble de ces données. Curieusement, des capteurs ont apparemment observé, donc voilà, selon le Kirkpatrick, cette gamme hautement anormale, il parle d'anormalité, d'attributs équivaut au profil OVNI un ensemble de cibles. C'est-à-dire c'est un ensemble de cibles hein, qui a été regroupé que la Haro recherche. Donc ils sont en train de rechercher ça. Il est important de noter que de nombreux rapports impliquant des armes métalliques sont basés en grande partie sur des observations multicapteurs. Donc multicapteurs, hein, c'est en fait différentes caméras avec différents filtres si vous voulez. Ça peut être des filtres infrarouges, des filtres avec des capteurs à diffraction, des capteurs de type détecteur de chaleur, des capteurs en fait, des capteurs optiques en fait qui existent par exemple sur certains avions, qui existent aussi à bord de certains bateaux, etc., etc. Donc la référence en matière de données de preuve. Cela soulève une question évidente. Comment des objets sphériques dépourvus d'ailes ou de moyens de propulsion apparents peuvent-ils rester immobiles face à des vents forts ou se déplacer à la vitesse du son ? Alors là, excusez-moi, je repose encore la question. Les lois de la physique, où sont-elles ? Parce qu'une sphère qui va à l'encontre, qui est à l'opposé, va à l'opposé d'un vent fort, ou se déplace à la vitesse du son dans un vent fort, sans banque supersonique, et en vol intra-atmosphérique, sans bruit, sans banque supersonique, et sans moyen de propulsion apparent, et dites-moi, mais ça ne relève pas de la physique conventionnelle. Enfin, excusez-moi, je veux là tout de suite un ingénieur et un technicien ou un spécialiste expert de l'avionique moderne m'expliquer si c'est conventionnel ou pas, ou si ça relève des lois de la physique ou pas. Parce que il ne suffit pas d'être scientifique pour voir que cela ne relève pas de la physique actuelle. Hein, on n'a pas des sphères qui vont à l'encontre en fait d'une tempête à Mach 1 ou 2, sans banque supersonique et sans moyen de propulsion apparent.
Va falloir vraiment nous expliquer ça. Et d'ailleurs, il va nous expliquer cette contradiction. Alors, d'ailleurs, comment ont-ils pu réaliser des manœuvres aussi remarquables sans émettre la moindre signature thermique? Il n'y a pas de signature thermique. C'est ça qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de signature thermique. Il n'y a rien qui en fait, il n'y a pas de réacteur, si vous voulez, il n'y a pas de turbo-réacteur derrière ces sphères. Il convient de noter en particulier que les caractéristiques particulières des performances de l'UAP décrites par Kirkpatrick, c'est bien Kirkpatrick qui le décrit, hein, notez-le bien, à celle décrite par l'ancien pilote de chasse Ryan Graves, qui a témoigné sous serment lors de l'audience du Congrès le 26 juillet. Graves a ainsi qu'au moins 50 à 60 navigateurs navals, c'est quand même assez énorme, ont observé quotidiennement des objets sphériques capables de rester stationnaires face à des vents forts, des vents de force d'ouragan, ou de se déplacer à une vitesse du son en 2014 et 2015. De plus, de mystérieux engins est resté en l'air pendant des durées extrêmes. Vous avez une combat très résistant. Alors, les objets restent en l'air très longtemps, ou carrément ils vont à l'opposé de vent de force de type ou d'ouragan, quoi. Ça défie bien les lois de la physique conventionnelle. Enfin, va falloir m'expliquer. Donc les rencontres avec des objets capables d'exécuter des caractéristiques de vol hautement anormales remontent, selon Kirkpatrick, à au moins 80 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les équipages américains rapportaient avoir observé de mystérieuses boules argentées. C'est vrai, il y a les fameux Foo Fighters et des sphères de couleur argentée qui, comme dans des rapports plus récents, apparaissent parfois semi-translucides. Alors ça, c'est vraiment étrange. Lorsqu'ils étaient observés la nuit, objets appelés donc Foo Fighters par les aviateurs des années 40, apparaissaient souvent sous la forme de boules rougeantes ou orange ardentes, aussi vertes aussi. Un document transformationnel de l'Air Force, de 1947, le Twining Memo déclare que le phénomène OVNI signalé est quelque chose de réel et non de visionnaire. Bon, ça c'était le mémo de Twining qui est très connu dans l'ufologie parmi les chercheurs. Alors, voilà voilà. Alors, on va revenir à ce que justement a déclaré, ce qu'a fait le docteur Kirkpatrick. Ce qui est le plus intriguant, et c'est vrai que c'est intriguant, je le note, c'est que Kirkpatrick a récemment coécrit un projet d'article scientifique émettant l'hypothèse d'un vaisseau parent extraterrestre qui pourrait lâcher de nombreuses petites sondes pour atteindre la Terre ou d'autres planètes du système solaire à des fins d'exploration. Alors moi j'ai été assez soufflé, il s'agit en fait de ce document ici. Alors c'est le document officiel, hein, c'est un document de Harvard, Physical Contract on Unidentified Aerial Phenomena, donc de Abraham Avi Loeb et du docteur Sean Kirkpatrick. Alors on voit Avi Loeb et Kirkpatrick signé en fait alors c'est pas vraiment une étude, hein, c'est vraiment quelque chose plutôt de prospectif. Donc alors moi personnellement, excusez-moi, par rapport à ce documentaire, si on regarde, il y a dans l'introduction les possibilités extraterrestres, les méthodes de propulsion, les missions optiques, voilà, avec quelques données quand même, hein, un chiffré, et bien sûr d'autres signatures observables de la part de ces sphères, de la part de ce phénomène. Alors moi, ce qui m'épate, et là on va revenir donc à une autre information, c'est les déclarations du docteur Sean Kirkpatrick, les déclarations officielles, hein, qui avaient été rapportées d'ailleurs par News Nation en particulier, et puis par d'autres sites, juste avant la mise en ligne du site de la Haro. Il a commenté: je dois également déclarer clairement que dans nos recherches, la Haro n'a trouvé jusqu'à présent d'aucune preuve crédible d'activité extraterrestre. Ok, dont acte. D'une technologie hors du monde, bon, là, par contre, ça me gêne un peu plus, ou d'objets qui défient les lois de la physique inconnue. Là, c'est mon tweet. En fait, là, c'est le tweet que j'avais fait. Et je l'avais noté d'ailleurs ici sur mon tweet, et j'avais noté la Haro. Les contradictions flagrantes du Dr Kirkpatrick: il n'existe rien dans les UAP qui défient les lois de la physique. Par contre, il existe des sphères métalliques qui existent depuis 80 ans et qui défient le vol intra-atmosphérique conventionnel. Hashtag faudrait savoir. Mais oui, c'est ce que je vous dis dans cette news par rapport aux contradictions du Dr Kirkpatrick.
va falloir qu'il s'explique. Parce que ça, c'est une déclaration médiatique, c'est une déclaration aux médias. Il n'existe rien, en fait, de non conventionnel. Et dans les toutes récentes déclarations, il nous dit qu'il y a quelque chose d'anormal, des anormalités, et qu'en plus, il nous explique des données techniques non conventionnelles. Il y a donc une contradiction entre la chose conventionnelle, les choses non conventionnelles qui n'existent pas selon ces déclarations avant la mise en ligne du site. Maintenant que le site est publié, on l'a vu par exemple avec les fameuses sphères, la fameuse sphère reconstituée, il nous dit tout simplement, on va voir. Et il est important de noter que de nombreux rapports impliquant des orbes métalliques sont basés en grande partie sur des observations multicapteurs, l'étalon hors des données et des preuves. Mais va falloir nous expliquer. Va falloir nous expliquer aussi le plus intégrant et peut-être que Kirkpatrick a récemment co-signé un projet d'article scientifique dans lequel il émet l'hypothèse qu'un vaisseau parent extraterrestre pourrait libérer de nombreuses petites sondes pour atteindre la Terre et d'autres planètes. Bon, on l'a vu tout de suite. Alors, excusez-moi, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces déclarations. Parce que il coécrit un article, voilà, un peu prospective, une sorte de prospective, avec Avilob. Il dit qu'il émet l'hypothèse que ce sont des sondes. Il dit en amont que il n'existe pas d'objet qui défie les lois de la physique connus. Et il nous dit là dans l'article qui a été rapporté donc par The Hill, il explique que il y a des objets depuis 80 ans qui en fait vont en vol face à des vents de type d'ouragan, sans moyen de propulsion apparent, sans bruit et sans banque supersonique, et qui vont jusqu'à Mach 2 et peuvent s'arrêter d'un coup. Il y a une contradiction. Enfin, chacun doit la noter, cette contradiction. Donc c'est ça que moi qui m'épate par rapport à ce qu'a raconté le docteur Kirkpatrick, et par rapport en plus aux moyens qu'ils mettent en œuvre. Là, nous le revoyons sur cette news donc datant du 31 mai, qui développe des capteurs. Alors les capteurs, c'est pour probablement identifier ces fameuses sphères qui sont rapportées par les pilotes civils et militaires, aussi par les témoins au sol. Donc, il va falloir s'exprimer, enfin, il va falloir s'expliquer. J'ai noté cette contradiction sur Twitter, en me disant, il y a un moment, il faudrait savoir si en fait c'est conventionnel ou ça ne l'est pas. Moi, jusqu'alors, ce qu'a rapporté le docteur Charles Kirkpatrick, c'est pas de moi. C'est lui qui l'a rapporté. Et ce qu'il rapporte, c'est non conventionnel. Alors, je vois pas pourquoi, juste avant la mise en ligne de site, il nous raconte qu'il n'y a aucun objet qui défie les lois de la physique connue, alors que nous avons des objets que lui, il explique d'ailleurs, qui défient les lois de la physique connue. Voilà. Donc, voici en fait pour cette news, et je voulais justement soulever les contradictions du Dr Kirkpatrick. Je voulais en parler dans cette news parce que y a quelque chose qui va pas. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, et c'est aussi un peu souffler le chaud et le froid. Voilà donc pour cette news. Voilà donc pour cette news. On va revenir donc tout de suite à cette affaire au Canada, qui a lieu au Canada. Justement, on en avait parlé. Donc d'objets abattus avec The Eurasian Times. Donc c'est une news que notre correspondante nous a envoyée sur le Discord. Et bien sûr, on va regarder ça tout de suite. Donc merci à Julie. Donc le F-22 Raptor américain a abattu un ovni et non un ballon espion chinois au-dessus du nord du Canada. Donc on avait vu ça dans une tournure attendue. Un nouveau rapport suggère qu'un objet initialement considéré comme un ballon chinois abattu par un avion de combat F-22 en février au-dessus du territoire du Yukon dans le nord du Canada pourrait appartenir à la catégorie des phénomènes anormaux non identifiés, ou UAP, ou la terminologie phénomène aérien non conventionnel. Donc l'UAP est le terme officiel. Donc le 6 septembre, c'est vrai qu'on l'avait vu, la chaîne canadienne CTV News avait rapporté effectivement une documentation remise à Justin Trudeau, une documentation classée secrète rapportant qu'un objet non conventionnel avait été abattu par un Raptor F-22
Donc voilà, la note précise que le commandement de défense aérospatiale, c'est-à-dire le NORAD, attribue des numéros séquentiels, ça s'appelle l'UAP 23 qui a été abattu. Alors justement, on en a parlé dans une news, on en avait parlé par rapport à cela et par rapport au site Warzone qui avait rapporté aussi un peu plus en détail en fait cette affaire. Et donc, on va regarder tout de suite. Donc, il y a un numéro séquentiel aux objets abattus. Donc là, c'était l'UAP 23. Une enquête plus approfondie montre qu'un bon nombre de ces objets sont inoffensifs et ne justifient pas un rapport ou un engagement de plus haut niveau. Mais là, dans le cas de l'UAP numéro 23, son objectif, ses moyens de propulsion et son affiliation à un État-nation spécifique restent non confirmés. C'est-à-dire que l'objet, pour l'instant, ne fait pas partie d'un État-nation. Donc, envoyé le 14 février, le mémorandum destiné au Premier ministre a été qualifié de secret et destiné à une diffusion limitée. Il a été transmis en une copie à la conseillère de la Sécurité nationale de Trudeau, Jody Thomas, et approuvé par Janice Charette, qui occupait à l'époque le poste influent de la greffière du Conseil privé. Le Bureau du Conseil privé au Canada est une organisation centralisée qui supervise la fonction publique du pays. Son rôle principal est d'offrir une assistance non partisane au Premier ministre et au cabinet dans la formulation de décisions politiques. Alors, les débris sont introuvables. Alors, voyons cela. À la suite de l'incident du 4 février impliquant le démontage d'un ballon chinois, l'UAP-23, lui, était l'un des 3 objets non identifiés interceptés par des avions de combat au-dessus de l'Amérique du Nord. Il a été rapporté que 3 objets en question étaient considérablement plus petits que le dispositif de surveillance chinois apparent, mesurant 200 pieds de haut. L'objet Yukon identifié dans l'après-midi du 11 février a été rapidement intercepté et abattu le même jour par un avion de combat F-22 lors de cette première rencontre. Les responsables l'ont qualifié de ballon suspect de forme cylindrique. La note expliquait que des CF-18 Hornet canadiens du NORAD avaient également été envoyés, mais que les F-22 étaient mieux positionnés en ce qui concerne le temps, l'espace et la diminution de conditions de lumière du jour. Il a conclu en assurant qu'en mesure que de nouveaux phénomènes aériens non identifiés seraient détectés, des mises à jour et des informations continueraient d'être fournies. Les efforts visant à récupérer les débris de l'objet ont pris fin le 17 février en raison des conditions hivernales difficiles du terrain montagneux. En effet, on a regardé, c'est vraiment il s'est craché en fait l'objet qui est tombé, il s'est craché vraiment dans un territoire extrêmement difficile d'accès déjà, et en plus dans une période hivernale assez dense. Le mémo fait également état d'une incertitude quant à savoir s'il constitue une menace armée ou s'il possède des capacités de collecte de renseignements. De plus, la zone où l'impact s'est produit sert de voie de migration connue pour les caribous, ce qui augmente la probabilité d'une découverte accidentelle future par les chasseurs autochtones. Ça, on l'avait vu. Le document, donc on avait vu que le document classifié contenait de nombreuses expurgations, citant la sécurité nationale, etc., etc. Mais voilà, on va revenir au site Warzone par rapport à cette affaire. Et on revient donc sur Warzone, bien sûr signé par Howard Altman et Tyler Ogoway. Alors il faut savoir que le site Warzone, c'est des anciens militaires qui ont toujours en fait des liens plus ou moins lointains avec la sphère forcément militaire. Et donc voici donc le document donc qui avait été rendu public par CTV News. Et voici ce que note le site Warzone. Alors ça, c'est l'analyse du site Warzone et il faut la prendre en compte tout de même. Donc voilà. Alors, on va regarder, on va descendre un petit peu. Voilà, on va regarder. Donc dans celui d'information, ce détail ABC News. Donc voilà. Alors, comme nous l'avons noté dans notre rapport d'époque, l'Air Force Bragg, le général Pitt Ryder, porte-parole principal du Pentagone, a déclaré aux journalistes qu'un vol de deux avions F-35 avait été effectué lors de l'interception et l'identification initiale de l'objet. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé 2 F-35. Et c'est ça qui va être intéressant. Vous allez savoir pourquoi. Alors, le F-35 aurait apparemment une vidéo complète de l'objet, de jour comme de nuit, en utilisant son ciblage électro-optique EOTS, ainsi que toutes les données infrarouges collectées par son système d'ouverture distribué DAS. Vous savez, c'est un peu le système infrarouge qu'on a vu à bord des avions à l'époque du Nimitz, etc. Et on a vu en fait des vidéos infrarouges et en fait effectivement c'est le système d'ouverture distribué DAS qui est en fait sur la plupart des avions. Sauf que les F-35 sont munis quand même d'autres capteurs aussi, c'est un petit peu plus complexe aujourd'hui, et donc ont un système de ciblage aussi électro-optique.
Donc cela s'ajoute à sa myriade de systèmes de capteurs basés sur des radiofréquences. L'incident du 10 février au-dessus de l'Alaska reste entouré de mystères et d'après les informations disponibles, contraste fortement avec les autres objets. C'est vrai, c'est ce qu'on a lu dans l'autre site. Peu de temps après, donc entre guillemets la fusillade, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré de manière significative que des débris se trouveraient au sommet de la glace marine et que des zappers étaient déployés pour récupérer afin de les analyser. Ryder a déclaré que les objets voyageaient environ 40 000 pieds et avaient à peu près la taille d'une petite voiture. Alors là, ça change d'un ballon. Il a été abattu car à cette altitude, il était perçu comme une menace pour l'aviation. ABC News rapportait que l'objet abattu au large de la côte d'Alaska était cylindrique et gris argenté, selon un responsable américain anonyme. Tout ce que je dis, c'est qu'il ne volait pas avec une quelconque sorte de propulsion. Tiens, donc si ça ressemble à un ballon, eh bien nous n'en avons tout simplement pas assez à ce stade. Ce détail, petit détail quand même, différait grandement de ceux que nous avions appris jusqu'à présent sur le ballon espion chinois. Bah oui, c'est ce qu'on avait vu avec les ballons espions chinois qui auraient été abattus. Ce ballon qui avait une charge utile, etc., etc. Dans le vide de l'information, des informations exotiques et non confirmées ont été faites à propos de l'objet de l'Alaska, allant de différents récits de pilotes qui l'ont observé à des rapports sur lesquels il aurait apparemment interféré avec certains capteurs de l'avion. Apparemment, il a été abattu parce que l'objet interférait avec les capteurs de l'avion. Et c'est justement parce qu'il interférait avec les capteurs de l'avion qu'il a été abattu. Au-delà du rapport sur les objets qui ont été abattus, la note Charette ne traite pas spécifiquement du pan 21 et 22, qui auraient pu s'avérer être des objets inoffensifs. Cependant, le 12 février, un F-16 de l'US Air Force a abattu un UAP au-dessus du lac Huron, comme nous l'avons noté plus tôt dans cette histoire. Il n'est cependant pas clair s'il s'agissait de l'UAP 21 ou 22, puisque les responsables de l'époque avaient déclaré que l'objet avait été identifié pour la première fois le 12 février. Vous avez vu, c'est quand même assez troublant en fait, ce mélange de dates. L'objet abattu au-dessus de la Huron semblait avoir été un ballon, voilà, relativement petit d'après les communications radio interceptées. Nous avons contacté plusieurs agences pour plus d'informations sur les détails fournis. Dans la note Charette, ça c'est Warzone. Nous avons également contacté Charette elle-même sur sa page LinkedIn et dans plusieurs courriels gouvernementaux pour savoir si elle avait reçu des réponses et si oui, laquelle nous les mettrons à jour cette histoire si elle fournit une réponse pertinente. Un porte-parole du NORAD a déclaré mercredi à The Warzone qu'il ne serait pas en mesure de répondre spécifiquement aux mémos. Tiens, je tiens à vous avertir qu'un document interne du 15 février pourrait ne pas présenter des informations les plus précises sur les événements ou les processus survenus au cours de cette période, a déclaré le mercredi le colonel de l'Air Force Elisabeth Mathias dans un email adressé à Warzone. Mais nous serons heureux de fournir plus d'informations sur nos opérations et nos procédures. Ouais. Nous avons également contacté le ministère canadien de la Défense, c'est toujours Warzone, parce qu'ils ont les moyens en fait de prendre des contacts. Donc le Conseil de sécurité nationale des États-Unis et le AARO, donc la AARO au sein du Pentagone pour obtenir des réponses supplémentaires. Nous mettrons à jour cette histoire, bien sûr, et toutes ces informations pertinentes. Malgré de nombreuses demandes du Congrès et des médias, dont The Warzone, le Pentagone n'a pas encore publié d'images des fusillades en Amérique du Nord, soulevant des questions sur ce qu'ils tentent de cacher. Le cas échéant, d'autant plus qu'une multitude de données et d'images ont été collectées lors de l'observation et de la destruction des objets. C'est là que je veux en venir. Lors de l'interception des F-35, avant la destruction en fait par le F-22, ça a été filmé, d'accord, par différents capteurs, d'accord, des capteurs optiques. Donc, je ne comprends pas pourquoi le NORAD ne donne pas les informations. D'ailleurs, j'ai répondu, justement, il y avait Coulthard, le journaliste, bien sûr, qui est connu, Ross Coulthard, qui avait interviewé David Grush, justement, en parlait. Où sont les vidéos du NORAD ? Ils ne garderaient pas les données vidéo. Alors forcément ça fait sourire, comme je vous ai dit, la logique militaire c'est de garder le maximum d'informations, que ça soit des émissions télémétriques, que ça soit des émissions des données vidéo, etc. On garde tout. Pourquoi ? Pour les faire ensuite analyser, voilà, par différents services. Donc c'est logique. Alors c'est ça qui me paraît quand même assez étrange.
Donc Warzone le souligne bien justement, et ils ont fait bien l'effort de contacter un ensemble de personnes, mais ils n'ont pas obtenu de réponse. Donc la découverte puis l'abattage du ballon espion chinois, donc le 4 février, ont suscité d'énormes inquiétudes quant à la capacité des États-Unis à protéger leur espace aérien. C'est quelque chose que The Warzone avait souligné à plusieurs reprises des années avant ces événements. Bah oui, ils sont spécialisés donc dans le domaine militaire. À la suite de cette série d'incidents bizarres, des mesures majeures ont commencé à être prises pour modifier dans la manière dont les objets non identifiés sont traités, ainsi que pour faciliter leur détection. Des améliorations majeures de l'écosystème du capteur de NORAD ont également, on va regarder, j'ai perdu la page, ont également, alors voilà, donc j'ai perdu la page, la détection des améliorations majeures de l'écosystème du capteur NORAD sont également en cours, tout comme les demandes du Congrès pour que l'organisation militaire multinationale comprenne mieux ses propres vulnérabilités. Ah oui, c'est pas logique. Donc le fait est que le manque d'informations de cette série d'événements sans précédent en Amérique du Nord continue d'intriguer beaucoup, et les perspectives qui les entourent irritent clairement le Pentagone. Bah oui, ça irrite énormément le Pentagone, mais ça irrite aussi le Pentagone le fait que des journalistes puissent se poser la question. Ce que l'on savait exactement de ces objets et en quoi ils différaient les uns des autres. Et quand cette information a été connue, reste un mystère pour le public. Ben oui, tout simplement, ça reste un mystère pour le public. Donc on ne sait pas, tout simplement ce qui s'est passé. Enfin, on sait ce qui s'est passé, mais on n'en sait pas plus en fin de compte. C'est quand même assez mystérieux ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a toujours, ce que je disais justement dans une récente vidéo, il y a toujours cette culture du secret, cette culture sur la sécurité nationale. Et puis cette culture de garder les données, comme le note de Ross Coulthard, où sont justement les données du NORAD concernant les vidéos des F-35 qui ont observé l'objet avant de faire intervenir un F-22 Raptor pour le détruire. Voilà. Donc voilà pour cette news. On reviendra sur The Warzone parce qu'ils continuent d'enquêter. Et puis de toute façon, sur le Discord, des correspondants se chargent de toute façon d'envoyer un certain nombre d'informations. Voilà. Toute dernière autre information, et pas des moindres, il s'agit de la DIA, Defense Intelligence Agency. Et oui, nous sommes, ça y est, dans la période de déclassification. Alors, je vous invite forcément à aller voir le catalogue des archives nationales, puisqu'il est en train d'avoir une déclassification. Mais le ministère de la Défense, ça y est, commence à tout déclassifier. Non, commence à déclassifier. Et nous avons bien sûr une nouvelle déclassification par FOIA, donc la Freedom of Information Act. Donc nous allons voir ça tout de suite. Et vous allez voir, il y a un document intéressant. Alors quand vous allez, je vous mettrai bien sûr le lien en dessous de la description de la vidéo. Et donc vous avez en premier lieu, par l'ordre alphabétique, l'Advanced Aerospace Threats Identification Program, la ATIP. Et oui, la ATIP de Luis Elizondo. Donc c'est intéressant parce que voici donc le nombre de documents. Alors il y a quand même un certain nombre de documents. Alors forcément, j'ai mis le lien sur le Discord avec le lien direct pour l'accessibilité au PDF. Donc ça commence à déclassifier. Alors cette information est quand même importante parce que si vous allez sur le catalogue des archives nationales, sur le site du ministère de la Défense, ça déclassifie. La DIA, ça déclassifie. Donc c'est en train de déclassifier. Il y a une période de déclassification pour un petit peu calmer. Je pense que c'est pour calmer surtout les ardeurs du Congrès et puis calmer surtout les journalistes qui sont quand même à la recherche de différentes informations sur la question. Bien sûr aussi les chercheurs indépendants, les associations, etc. Et donc voilà. Donc quand vous cliquez, donc vous avez en fait la ATIP, donc là, et puis vous avez bien sûr des notes de référence à la ATIP et puis bien sûr tout ce qui en fait partie. Donc vous avez en fait des briefs de 2008 et 2009. Tiens, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait ce service existe depuis quand même un petit moment, parce que si on regarde bien la ATIP, cette affaire concernant les Pentagon's Papers, etc., concernant en fait
l'article du New York Times, en fait, ça date de 2017. L'article de Leslie King, de la journaliste Leslie King, date de 2017. Elle nous parle de la ATIP. Elle nous a parlé des acteurs de la ATIP, ils se sont présentés. Donc, il y avait Louise Elizondo, etc. Et puis là, c'est assez marrant parce que on voit que ça remonte jusqu'à même 2008, et je suis sûr que ça peut remonter en prenant directement, en identifiant la signature de chaque document. Je pense que la signature n'a pas été effacée des PDF. On peut savoir quand ils ont été écrits. Alors, peut-être qu'on va pouvoir remonter un petit peu plus loin. Alors, j'ai pas regardé par contre la teneur des documents. On a des documents sur la propulsion, des documents, un peu tout en fait. Il y a des données, des espèces de données scientifiques, etc., etc. Des données d'échange aussi, voilà, etc. Il y a des rapports différents. Il y a pas mal de choses. Vous avez des briefings aussi, par exemple. Alors on va en ouvrir un ensemble. Ça va vous permettre de voir un peu, voilà. Alors, il y a des données qui sont expurgées, mais étonnamment, il n'y a pas tellement de données qui sont expurgées tant que ça. Et ça, j'ai été très étonné par rapport à, vous avez par exemple Harry Reid, on voit le sénateur Harry Reid, c'est lui qui était derrière la ATIP, quelque part, et puis du moins qui avait débloquer des fonds pour la création de la ATIP. Donc c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a très peu de documents expurgés. Donc vous pouvez véritablement avoir pas mal de données concernant en fait cette organisation. Donc voilà. Alors personnellement, je note que il faut absolument y aller sur ce site. Personnellement, je vous conseille. C'est très intéressant. Ça va vous permettre en fait d'avoir tout simplement des données intéressantes. On va y retourner parce que je l'ai enlevé, mais non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est pas ça. Voilà. Donc voilà. Alors voilà, c'est ça plutôt. Donc on voit ces données. Le site, et puis bien sûr on voit l'ensemble de ces données. Alors bien sûr il y a d'autres données qui sont déclassifiées, qui parlent de géostratégie, même du Covid-19, de renseignements, etc., sur pas mal de pays, sur pas mal de choses relatives à la géostratégie, etc., relatifs au renseignement, etc. Donc c'est intéressant, mais en tout cas le premier donc la première lettre c'est A, donc par ATIP, et donc vous pouvez avoir accès directement à l'ensemble de ces documents. Bien sûr, vous pouvez les traduire si vous voulez, par exemple comme traduire directement ce brief de l'ancienne Aerospace Repom System Application. Donc voilà. Donc il y a pas mal de documents en fait prospectifs quand même, je trouve. Il y a quand même pas mal de documents qui sont en fait plutôt des genres de documents qui font de la prospective, donc à long terme, à moyen terme, court terme. Donc allez-y si vous êtes intéressé, bien sûr, si vous faites de la recherche, bien sûr, et puis si vous préparez une recherche sur les projets aux États-Unis, c'est intéressant. Ça reste quand même un effort sur la déclassification, sachant que ça vient quand même de la DIA, Defense Intelligence Agency. Donc personnellement c'est intéressant. Voilà pour cette news. Voilà. Donc on reviendra bien sûr sur la prochaine news. On reviendra sur le Sénat mexicain, en espérant d'avoir plutôt dans cette attente le rapport de la NASA. Donc on verra ce que ça donne. J'espère qu'en tout cas ça donnera quelque chose. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.